Je présente Céline Faré, la créatrice, avec son mari, du prix Maison Rouge. Sous vos applaudissements. Bravo! Bravo! Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison Rouge pour la 4e édition du prix Maison Rouge Biarritz. Nous sommes heureux de vous retrouver et de pouvoir vous confirmer que tous les auteurs récompensés par le prix Maison Rouge poursuivent leur métier avec passion, de sorte que nous avons réussi notre premier objectif d'encouragement et de soutien des auteurs dans la créativité. L'excellence de notre jury deviendrait presque inquiétante. Philippe Dion, Frédéric Becbédé, Frédéric Schifter, Isabelle Huppert, Jean Le Gall, Claude Nory, Dominique de Saint-Pern, Dorothée Janin-Goldman ont élu l'an dernier Abel Quentin pour son 2e roman, Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire. Le lauréat a été invité cette année par le jury à élire son successeur. Après avoir obtenu le prix Maison Rouge, Abel Quentin a été en lice pour le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina, le prix de l'Académie française. Il a ensuite obtenu le prix de Flore et le prix du barreau de Marseille. Le prix de la Maison Rouge est donc incontestablement devenu le premier prix de la rentrée littéraire, depuis le Pays Basque, qui révèle des talents. Bravo! 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 Souvent imité, jamais égalé. Tout à fait. Nous avons donc réussi, grâce à notre jury et à tous nos partenaires, à créer un événement culturel à Biarritz qui s'inscrit dans le paysage littéraire national. Je remercie donc chaleureusement tous nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité, qui nous permettent chaque année de créer un peu de magie et de fantaisie autour de cet événement, mais aussi toute notre équipe pour son implication dans la logistique, la technique et la scénographie de l'événement. Un des atouts majeurs du prix est que les livres sélectionnés sont lus. Abel Quentin pourra à cet égard vous dire quelques mots sur l'accueil qui a été réservé à son roman. Nous poursuivons donc avec une immense joie la révélation de talents. Cette année, 3 ouvrages restaient en lice. Les liens artificiels de Nathan Nevers, aux éditions Albin Michel, L'homme qui danse, de Victor Gestin, aux éditions Flammarion, Clara Lee Proust, de Stéphane Carlier, aux éditions Gallimard. Avant de décerner sa récompense au lauréat, je laisse donc la parole aux membres du jury pour vous en dire plus sur leur choix. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Céline. Alors ce qui est terrible avec le prix Maison Rouge, c'est qu'ils ont un partenariat avec une maison de gin et une maison de champagne. Ce qui fait que les orateurs, et de votre cas bien sûr, les orateurs ne sont pas au mieux de leur forme au moment de prendre la parole. Donc, nous sommes ici pour parler du prix Maison Rouge. Alors moi, la première question que je me pose, c'est le prix. Qu'est-ce que la Maison Rouge? Parce que la Maison Rouge, c'est à la fois un cabinet d'avocats, un salon littéraire et une discothèque. C'est un endroit très polyvalent, très étrange. Et donc j'ai vraiment des questions sur les activités réelles de Céline et de Guillaume. Peut-être que, voilà, oui, c'est vraiment du blanchiment, Frédéric. Non, vous dire que ça a été une immense joie, une immense fierté d'avoir succédé à Dorothée Janin et à Alexandre Labruffe qui sont ici ce soir. Immense fierté, immense joie parce que ce prix il est décerné, c'est le premier de la rentrée, comme a dit Frédéric, au mois d'août. Et le mois d'août, c'est un moment difficile pour les écrivains parce que on est dans des affres d'août. Le livre va sortir, on ne sait pas ce qu'il en deviendra, on se dit qu'il va servir de cale-meuble pour les attachés de presse ou finir dans des laveries automatiques. Et on appelle son éditeur et chacune de ces inflexions de voix est interprétée par l'auteur qui est dans des affres de doute comme étant un bon augure, un mauvais augure. Et donc quand vous avez un appel de Frédéric Becbédé, de Frédéric Schiffer et de tous les membres du jury pour vous dire que vous êtes le lauréat dans ce mois d'août qui est difficile, c'est une joie immense.
suivi d'une soirée mémorable, mais ça on va le voir tout à l'heure. Et donc je peux que remercier les membres du jury de m'avoir non seulement fait lauréat, mais m'avoir permis d'être jury l'année d'après, parce que évidemment quand on est lauréat, on a des doutes, on se demande qu'est-ce qui fait qu'ils m'ont choisi moi. Il y a probablement des tractations financières, des liens incestueux avec les maisons d'édition, et je dois dire qu'après avoir été jury, il n'y a pas de lien incestueux avec les maisons d'édition. Il y a vraiment des jurys qui lisent les livres et qui en débattent avec beaucoup de joie. Et je vais me taire maintenant, je voudrais juste terminer sur un vive, le prix de la Maison Rouge. Voilà. Ils m'ont enlevé tous les mots de la bouche, mais c'est un peu compliqué maintenant. Je voudrais juste rétablir quand même une vérité, là, que gentiment Abel a parlé de coup de fil il a parlé d'un... Non, je dis qu'Abel a parlé d'un coup de fil de Frédéric Schifter, qui est un éminent philosophe que l'on connaît, de Frédéric Beigbeder, j'en parle même pas. En fait, c'est moi qui l'ai appelé, mais il s'en rappelle pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu crois ? Non, je ne vais pas vous embêter encore plus longtemps. Donc, ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire. On a un prix formidable ici. Et pourquoi il est formidable? Parce qu'on arrive à inviter des gens formidables, puisque vous êtes là. Et donc, je m'apprête, si c'est le bon moment et si je ne dis pas de conneries, à donner le nom du lauréat, c'est ça, hein? D'accord. Alors, non, parce qu'il y avait eu un petit problème avec le prix qu'on avait remis à Alexandre Labruffe, que j'ai appelé Labrusse, et après je l'ai appelé La Brute, et c'était toujours pas ça. Donc là, ça va être un peu plus simple, on va aller droit au but, et c'est avec un immense plaisir, et je pense que je suis simplement celui qui parle au nom de tout le jury, de remettre ce prix à un livre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché, parce que ça faisait partie des premières recommandations qu'on demandait éventuellement aux lauréats, c'était d'être audacieux. Et celui-là est vraiment très audacieux. Je trouvais, pour ma part, qu'il était très audacieux, qu'il était plein de... Il y a une superbe épiphanie à la fin. Donc, j'en dis pas plus. Mais, on va donc remettre ce prix à... Alors, donc, c'est bien Victor, hein, c'est Victor. C'est Victor, c'est marqué là, c'est Victor Gestin. Alors, on est content de lui remettre. Le titre... Alors le titre, c'est L'homme qui danse. Chez Flammarion. Tout là. Bon. L'homme qui danse chez Flammarion, Victor Gestin. Bravo. Bon, Victor, vous allez être obligé d'écouter l'article que j'ai envoyé au Figaro Magazine sur votre roman et qui sort vendredi. Vous êtes prêts? Attention, chef-d'œuvre. L'homme qui danse de Victor Gestin, c'est l'étranger au Macumba Club. Arthur est malade de timidité, asocial, puceau à 25 ans. Il slalome entre les corps, dansant et désirant. Il apprend à arborer un air déterminé alors qu'il ne sait pas où il va. L'homme qui danse est l'histoire d'un agoraphobe qui se noie dans la foule et va perdre 30 ans de sa vie dans le même container puant la cendre. Ce roman est le tombeau des discothèques. Je ne sais pas comment je ferai pour expliquer à mon fils Léonard, 4 ans, qu'autrefois les adultes s'enfermaient dans un endroit bruyant, surchauffé, pour boire des mauvais alcools, sans pouvoir parler aux autres, et allaient sniffer de la poudre blanche aux toilettes pour s'occuper. La plage est le nom de la boîte où Arthur gâche sa jeunesse. Un cube jaune sur un parking. Citation de vous. Donc, ouvrez les guillemets.
C'est un champ qu'on vient labourer, un terrain de chasse, un spot de pêche, un marché sans règles et sans pitié. On vient rarement macérer 5 heures dans la sueur pour le seul plaisir de danser. On vient pour trouver quelqu'un et rentrer avec. Voilà à quoi sert ce genre de boîte. Le reste, c'est du folklore, du luxe, la plénitude insolente de quelques cœurs rassasiés. Fin de citation. Victor Gestin possède un talent effrayant pour capter la tristesse d'Homo festivus. Homo festivus, vous vous souvenez, c'était l'invention de Philippe Meuret, ce grand philosophe pessimiste qui définissait un peu notre condition postmoderne. Voilà. Gestin restitue avec exactitude la mélancolie des pistes de danse, ces non-lieux destinés à rapprocher les corps et qui les isolent si souvent. Pour une soirée réussie, combien de nuits faut-il rater? Je me suis identifié au héros. En fait. Les frimeurs commandent des bouteilles pour cacher leur frustration. L'homme qui danse rend un hommage ému à tous les hommes qui ont cru à cette utopie factice, qui ont espéré que leur vie scintillerait comme une boule à facettes. Le deuxième roman de Victor Gestin est encore meilleur que le premier. La chaleur, 2019. Une histoire d'amour et de mort dans un camping. Oui, Gestin effectue la jonction entre Fabien Antoniente et Albert Camus. Le désir insatisfait mène à la folie. Arthur fait de la musculation toute la journée. Il apprend à danser comme Travolta. Tout ça pour choper des filles qu'il n'aime pas. Il essaie même les hommes, mais ce n'est pas mieux. Il voudrait remplir le vide de son existence. Je vous cite à nouveau. À la recherche de nouveaux amis, de nouvelles proies, dansant et hurlant de rire, des larmes au fond de ses yeux sous. Fermez les guillemets. Arthur, l'homme qui danse, c'est vous, c'est moi, c'est un monstre créé par la société dictatoriale du plaisir et de la teuf. Il se rend tous les soirs à la fête comme à l'abattoir. Pourquoi? Parce que, et c'est la dernière phrase du livre, on n'est jamais seul quand on danse avec quelqu'un. Bravo Victor. Bravo. Je serais peut-être un peu moins drôle. Bon, d'abord, mon livre est sorti hier, plus fort. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Alors, mon livre est sorti hier, donc je ne pouvais pas espérer meilleur début. Donc, d'abord, pour ça, un grand merci. Donc, je voudrais remercier la Maison Rouge, le jury, tout le jury, Guillaume pardon, c'est une phrase, excusez-moi. Je suis très touché à plusieurs égards. D'abord de recevoir un prix décerné par un jury d'écrivains, mais aussi d'artistes. Je suis touché aussi d'avoir figuré il y a 3 ans dans la première liste de ce prix. Et donc je vois que vous ne faites pas seulement, vous ne décernez pas seulement des prix à des auteurs, à des livres, mais vous les suivez aussi sur le long terme. Ça compte beaucoup d'être accompagné sur la durée, sur la construction de quelque chose. Donc merci beaucoup vraiment. Merci aussi de primer un deuxième roman, on m'a prévenu que c'était compliqué, on n'a plus la prime à la nouveauté, ni celle encore à l'ancienneté, on est un peu entre les deux, donc ça fait beaucoup de bien. En fait ça permet juste d'écrire plus sereinement un troisième, c'est tout. Je voudrais aussi, puisqu'elle est là, remercier Alix Ponant, mon éditrice, et en son nom toute l'équipe de Flammarion. Alors un livre se fait vraiment à plusieurs. Enfin, c'est beaucoup moi qui le fais quand même, bien sûr. Je l'ai écrit, mais par contre, il serait vraiment pas ce qu'il est sans toutes les discussions. Et il serait pas l'objet qu'il est au final sans tous les gens, certains que je connais même pas, qui travaillent dessus. Voilà. Alors, je voudrais dire peut-être quelques mots à propos du roman. Donc l'histoire, comme Frédéric Becbédé l'a fait entendre, d'un homme qui passe 20 ans de sa vie dans la même boîte de nuit, qui cherche à faire des rencontres, et aussi qui fuit en avant, qui fuit le monde. L'idée de ce livre, elle m'est venue de mon propre rapport à la danse, qui est complexe. Je ne sais pas danser, j'y arrive pas. Ou alors il faut que j'ai vraiment pris des choses
Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on m'a montré tout à l'heure qu'il y avait une boîte de nuit au sous-sol. Donc c'est le problème de ce livre, c'est de m'amener à des endroits problématiques. En fait. En tout cas, quand on ne sait pas danser, et je pense que je ne suis pas le seul, et qu'on se fait traîner par ses amis en boîte, ce qui était mon cas beaucoup à Nantes où j'ai grandi, on s'entend souvent dire la même chose, qu'il suffit de se lâcher, qu'il suffit de se lever, et que c'est pas très compliqué. Alors cette phrase, elle est exaspérante, bien sûr, parce que moi, quand on me la disait, quand on me l'a dit encore, quand on me la dira peut-être ce soir, eh ben, je sais très bien que c'est plus compliqué que ça, en fait, et que c'est pas juste un blocage de mon corps, mais que des choses beaucoup plus grosses se jouent, et peut-être des choses intéressantes. Alors, et là est venue l'idée du livre. Cet homme qui danse, en fait, ce malaise qu'on a à ne pas savoir danser, ce malaise si particulier qu'on ressent quand on est sur la banquette assis, eh ben, cet homme, il le ressent dans sa vie, en fait. Il le ressent partout. Il le ressent dehors, dans les rues, dans sa famille, au lycée, au travail. Dans toutes ses journées, en fait, il ressent ça. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est un homme profondément mal à l'aise, inadapté, qui va peu à peu trouver un refuge, un espace-temps parallèle, une boîte de nuit, où soudain, communiquer, respirer, parler, aimer lui devient possible. Alors, à travers la grande aisance de cet homme à danser, je voulais surtout raconter un grand malaise plus profond, voilà, qui est le malaise du quotidien, l'étrangeté aux choses, je ne sais pas comment appeler ça. En fait, oui, c'est le sentiment qu'on a quand on ne sait pas danser, on est déphasé, on est à contre-temps, à contre-rythme, on bafouille, on rougit. Voilà ce que vit cet homme, et voilà ce que vivent beaucoup, je pense. Il n'est pas le seul. Alors, on peut s'enfermer dans une boîte, comme il le fait, mais on peut aussi s'enfermer dans une chambre, ou dans un corps, ou dans une drogue, ou dans une voiture de luxe. On peut s'enfermer dans plein d'endroits, on peut fuir de plein de façons. Et au fond, ça raconte toujours la même chose, ça raconte comment il nous est parfois difficile de nous adapter au monde et aux lieux que nous construisons nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui m'émeut chez cette personne. Et je ne peux pas la sauver. Je pense que si le livre devait se continuer... Alors je déteste parler des personnages, spéculer sur leur avenir. Pour moi, ils sont morts quand ils disparaissent. Mais là, je vais le faire quand même. Disons que si le livre devait se continuer, sa solitude continuerait aussi. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est écrire sur ça. Écrire sur sa solitude, la regarder en face, la fixer. Ce que d'ailleurs, c'est pas un handicapé, il n'a pas de gros problèmes. Disons qu'on ne peut rien diagnostiquer, et peut-être même qu'un psychanalyste peinerait, mais par contre, on peut, en écrivant, en le regardant, sinon l'aider, en tout cas, juste fixer ça, en fait, pour que ça reste. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Alors, c'est pas du tout joyeux quand je dis ça comme ça. Mais en fait, je pense que le livre est, je pense, assez sombre et triste, mais j'ai voulu aussi qu'il soit drôle à certains moments. C'est mon sens de l'humour peut-être. Et puis du reste, je dois dire que les romans sombres, les romans tristes, sont ceux qui me plaisent le plus. Vous voulez parler ? Je veux dire quelque chose. C'est drôle. Non, c'est drôle. Il y a un humour sous-jacent comme ça qui n'est pas, c'est pas un ouvrage rigolo, mais c'est un ouvrage drôle avec de l'ironie, avec une mélancolie douce, un regard qui est posé sur le monde et sur les gens. Alors c'est souvent très féroce même, et en même temps c'est, comment dire, les personnages que vous décrivez, parce que le livre se divise en chapitres, et les chapitres portent le nom de quelqu'un. D'abord, je trouve que c'est une construction très audacieuse, comme disait Philippe tout à l'heure, très astucieuse, et à travers ces personnages, on a une entrée dans le monde humain. Chaque personne que vous décrivez fait penser à quelqu'un que nous avons connu, ou même à soi-même, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas grandi, mais on n'en sort pas non plus rabaissé. Donc vous êtes sur un équilibre, là, sur une ligne de crête qui est absolument parfaite. C'est un roman sensible, c'est un roman très intelligent, c'est un roman drôle, je dirais humoristique, hein, pas drôle au sens de la franche rigolade, mais au sens de l'humour, hein, l'humour étant l'élégance du désespoir. Bravo.
Oui, je peux lire le début, si vous voulez. En fait, ça c'est précisément le problème que rencontre le personnage, c'est qu'il a du mal à parler, c'est qu'il a l'esprit d'escalier, c'est que les idées souvent lui viennent après. Et en fait, il y a cette différence. Il pense beaucoup mieux, beaucoup plus précisément qu'il n'agit. Et cette tension est au cœur du livre. Et je dois avouer que pour moi, c'est un peu la même chose. J'ai un passage. Je vous sauve là. Hein. Alors j'ai un passage. Allez. Alors, il s'agit d'un des personnages du roman qui passe à travers dans l'horizon du narrateur, d'Arthur, hein, il s'appelle le narrateur, enfin le héros plutôt. Et donc, alors je commence là. Je n'aurais jamais osé lui demander. La question n'était plus de notre âge. C'était d'ailleurs là tout le problème. En fait, il veut poser la question de savoir s'il est puceau ou pas. Puceau. Le mot me dégoûtait. Il m'évoquait une créature hybride entre puce et veau, perdue dans les champs. C'était écrit sur mon visage, ça suintait de mon corps entier. Il y avait des gens qui le demeuraient toute leur vie. Je me souvenais de Monsieur Sureau, un prof de techno de mon ancien collège, qui se traînait cette réputation comme un gros sac de pierre. Tout le monde savait qu'il était seul, et l'avait toujours été. Suivant les jours, on le regardait avec condescendance, rire ou pitié. Il avait beau être gentil et doué dans son domaine, c'était immanquablement la première chose que l'on se disait en le voyant ou en parlant de lui, baissant la voix d'un demi-ton, comme par respect pour un mort. Tout le reste de sa personne venait après cette carence, qu'on ne lui pardonnait pas. Je ne voulais pas finir comme ça. J'avais encore un peu de force et d'orgueil, un petit fond tiède, de quoi étriper ma solitude. Ah, bravo. Magnifique. Bravo. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là, je suis vraiment très touché. Et vive la Maison Rouge, comme disait Abel Quentin. Et à bientôt. Bravo. Bravo.